Bonjour, je m'appelle Ingrid, je suis infirmière et ça fait 20 ans que je travaille dans la fonction publique hospitalière. Alors moi perso, maintenant quand on me dit que je suis obligée d'aller aux urgences, je fais ma petite prière. Ça va, j'ai fait mon testament, j'ai fait mes directives anticipées, bien heureusement parce que j'ai très peur d'aller aux urgences. Pourtant je suis du médical. Parce que, effectivement, on attend de plus en plus longtemps, les gens sont de plus en plus agressifs, on manque de personnel, les médecins, on en a de moins en moins. En fait, ils sont mieux payés dans le privé que dans le public, plus écoutés dans le privé que dans le public. Et donc, en fin de compte, les médecins essayent tant bien que mal de prendre en charge tout le monde, mais c'est très compliqué. Ça m'est déjà arrivé d'aller aux urgences pour un problème de genou au travail. Et le médecin qui me dit, bah voilà, tu vas avoir une radio du genou. J'ai dit, ça sert à rien parce que j'ai pas pris de coup, c'est plus en interne. Je dis, c'est pas grave, c'est le protocole. Prends une radio et après, si ça va pas, s'il y a rien, on fait une IRM. À la radio, il y avait rien. Et je l'entendais derrière appeler l'ortho pour un avis, pour mon genou. Et que l'ortho lui a répondu, non, non, je ne viendrai pas. Et qu'elle a essayé de négocier avec l'ortho pour qu'il vienne regarder mon genou. Sauf que je suis repartie avec une douleur toujours atroce. Et qu'il a fallu que mon médecin demande une IRM. Mon médecin généraliste. Mais sauf que le temps que je prenne rendez-vous pour une IRM, il a fallu que j'attende plusieurs mois. Et donc du coup, mon arrêt s'est prolongé, forcément. Sauf que l'objectif, c'est quand même de faire en sorte que les soignants reviennent rapidement au travail. C'est aussi l'objectif des urgences, c'est de soigner rapidement les patients. Mais du fait que tous les médecins dans n'importe quelle spécialité soient débordés, que les lits dans toutes les spécialités ont été réduits, fait que les urgences sont blindées et qu'on n'y arrive pas. Alors c'est pas parce que je suis infirmière que je ne subis pas moi-même cette baisse des dotations ou ce problème de prise en charge. Là, à l'heure actuelle, effectivement, il y a énormément de maternités qui ont fermé. Là où j'habite, il n'y a plus qu'une maternité. Anecdote, j'ai subi justement j'ai subi cette difficulté parce que ma petite dernière qui a 5 ans est née dans un petit village, elle n'est pas née en maternité. En fait, j'avais le choix, soit sur la maternité du département, soit hors département. Mais j'avais 1 heure de route. Voilà. C'était ma 4e. Et en fait, c'est arrivé très tôt le matin. On a fait 5 minutes de voiture. Et il fallait qu'on s'arrête. On a appelé le 15, le temps que les pompiers arrivent. Le temps que le SMUR arrive, et justement, on a fait 5 minutes d'ambulance. Et la petite allait arriver comme ça. Donc on peut nous dire que les médecins du SMUR sont habitués, formés. Effectivement, ils sont formés. Mais ils ne sont pas à l'aise avec ça, parce que le médecin que j'ai eu du SMUR, je voyais qu'il était stressé, il s'est mis à hurler contre tout le monde, donc on a pris sur nous. J'ai pris sur moi aussi, parce que j'ai subi aussi son stress. Mais du fait qu'il était mal à l'aise, en fait, il a oublié de m'ausculter lorsqu'il arrivait. Et en fait, le col était déjà ouvert. Donc ce qui fait que quand la petite est arrivée, rien n'était prêt. Donc elle est arrivée dans des conditions... on va dire un peu catastrophique. Ce qui fait que à J2 de sa naissance, elle a eu une rectorragie. Voilà, heureusement qu'elle a eu des parents qui font très attention. Mais elle a eu pendant des années des problèmes intestinaux qui fait qu'elle a été suivie par un gastropédiatre. Les gastropédiatres, il n'y en a que 2 là sur la région. Donc les dates de rendez-vous sont très espacées, très longues, il faut bien prévoir avant. Mais voilà, en fait, si vous voulez, aussi, autre anecdote, c'est quand je suis arrivée à la maternité, en fait, je saignais énormément. Sur l'hôpital, on voyait des traînées de sang au niveau de mon brancard. On pouvait me suivre parce qu'il y avait énormément de sang. Malheureusement, comme il n'y a qu'une maternité, donc la sage-femme n'avait pas le temps de prendre du temps pour l'anesthésie. Donc il a fallu se dépêcher parce que je saignais énormément. Donc imaginez recoudre, voilà. Sans que l'anesthésie ait été efficace, ça m'a fait très mal. Voilà. Et les pompiers ont mis 1 heure à nettoyer l'ambulance, tellement il y en avait partout. Donc oui, les problématiques des maternités, oui, voilà, c'est pour tout le monde. Et il faut arrêter de dire et d'entendre, moi je trouve ça inadmissible, que les accouchements inopinés, c'est très rare. Non, il y en a de plus en plus parce que justement, on éloigne de plus en plus les femmes des maternités. Et donc il y aura de plus en plus de femmes qui vont accoucher sur la route. Donc il y aura de plus en plus de femmes qui vont accoucher dans des conditions d'hygiène déplorables. Il y aura de plus en plus d'enfants qui risquent de mourir. Il y aura de plus en plus de risques hémorragiques. Donc ça, faut pas l'oublier. Si j'ai des exemples concrets, bah oui, j'en ai des tonnes.
Un jour, je travaillais en EHPAD avec 62 patients à prendre en charge, donc j'arrive toujours en avance parce que j'ai pas envie de me dépêcher dans les soins. Et on m'appelle à 8 h pour me dire, tiens, il y a un patient qui est devant l'entrée de l'hôpital et qui insulte tout le monde. Donc j'arrive, effectivement, donc des dos d'honneur, des insultes, tout le monde prenait cher. Heureusement, il y avait le 4 sup qui était là pour m'aider. Il y avait aussi la psychologue qui est venue me rejoindre, mais il a fallu attendre 9 h que le médecin arrive. Donc de 8 h à 9 h, on gère, parce qu'en plus, il y avait la crèche qui était à proximité. Le patient très agressif était connu pour ça, mais ça faisait que ce fois qu'on essayait de le transférer en service de gériatrie. Mais en fin de compte, le problème, c'est que les lits en psychiatrie sont de plus en plus réduits, et du coup, c'est de plus en plus compliqué. Donc, en fin de compte, on a de plus en plus de patients en EHPAD qui présentent des troubles psy. Et donc, à l'arrivée 9 h, le médecin, je lui explique la situation, on appelle le 15, les ambulanciers arrivent, bien sûr, un peu plus tard, vers 9 h 20, comme ça. On avait réussi à amener le patient dans sa chambre. Les ambulanciers, bien sûr, on n'arrive pas à amener le patient sur le brancard. Obligé de rappeler le 15. Le 15 nous font venir les gendarmes, bien sûr. Les gendarmes étaient obligés de plaquer au sol le résident pour l'amener aux urgences. Résultat, le patient on a appris par la suite, avait frappé le médecin des urgences et il a été transféré en service de psy gériatrique. Mais voilà, on prouve que voilà, on a de plus en plus de difficultés aussi dans les EHPAD à gérer les cas psychiatriques. On a de plus en plus de difficultés aussi à gérer parce qu'on manque de lits Alzheimer. Et autre situation, c'est toutes ces familles qu'on essaie de préparer aussi parce qu'on maintient les patients dans les EHPAD au niveau des soins palliatifs. Donc en fait, ça fait plus de charge de travail pour les équipes soignantes. Bon, on le fait, voilà. Mais aussi, on réfléchit de plus en plus sur l'éventualité d'un transfert aux urgences. Chose qui ne se faisait pas avant, il y a 20 ans. On transférait plus facilement aux urgences que là. Parce qu'en fin de compte, on sait maintenant que le patient va rester au minimum 12 heures dans les services des urgences. Et que pour les personnes âgées, en sachant que les brancards ne sont pas adaptés, il y a quand même un risque d'escarres qui sont élevés pour ces patients, parce qu'ils vont rester alités sur le brancard. Donc on réfléchit justement à la possibilité de les maintenir dans l'établissement et de maintenir des soins. Donc ça fait une charge supplémentaire au niveau des infirmières. Mais après, effectivement, c'est aussi des anecdotes sur des collègues que j'ai pu trouver en pleurs, parce qu'elles n'en pouvaient plus. Donc on était là à réfléchir comment on pouvait amener la collègue à prendre une décision de se mettre en arrêt. Parce qu'il y a une dualité, c'est-à-dire qu'on aime notre métier, il faut qu'on le fasse. C'est les soins apportés aux patients qui sont en priorité, et nous, c'est en second. Sauf que les patients ont besoin d'avoir des soignants qui sont physiquement et psychologiquement aptes à les prendre en charge. Si l'infirmière ou l'aide-soignante a des problèmes de santé physique et a des problèmes psychologiques, parce qu'il y en a énormément qui sont sous anxiolytiques ou antidépresseurs, je ne pense pas que si vous prenez l'avion, vous serez d'accord pour que le pilote soit sous anxiolytiques et antidépresseurs. Je ne pense pas que vous aimeriez que votre chirurgien soit sous anxiolytiques et antidépresseurs. Sauf que vous êtes malheureusement de plus en plus soigné par du personnel soignant qui est en phase de dépression. Alors effectivement aussi, en tant qu'usager, j'ai pu observer aussi la baisse des budgets, parce que quand vous êtes enceinte, vous allez passer des échos, et forcément je regarde, j'ai un peu les yeux partout, des formations professionnelles, on voit des taches d'humidité, de moisissure, où on voit des murs qui sont un peu pourris, qui sont détruits par des coups, des chocs, de chariots, de brancards, les brancards qui sont inadaptés, qui sont là depuis les années 70 et qui font très mal, parce que attendez 2 heures sur un brancard, je peux vous dire que là vous avez très mal aux fesses, et que là l'escar il est là, quoi, parce que même si vous avez 40 ans, c'est atroce. Vous allez dans en service, vous êtes hospitalisé, malheureusement les équipes soignantes sont débordées, ne peuvent pas vous répondre. Et puis j'ai même moi subi, je vois bien en tant que j'ai les deux aspects, et effectivement les patients, les familles sont de plus en plus agressives, et on a de plus en plus de mal à répondre à cette agressivité. Il y a aussi des personnes qui menacent de nous tuer à l'extérieur, c'est déjà arrivé. On a déjà eu des pervers qui appelaient régulièrement,
au téléphone, et ce qui fait que bah, en fait, le téléphone que vous avez en cas d'urgence est inopérant en fait. Et c'est pour ça que régulièrement vous avez des soignants qui gardent leur portable dans les poches, parce que on ne sait jamais si le portable du service ne fonctionne pas, il faut bien qu'on puisse appeler les services nécessaires en fait. Donc oui, il y a encore énormément de choses à faire, et il n'est pas normal qu'on aille dans un service public et de voir des locaux aussi délabrés. À savoir aussi que lorsqu'un ministre vient rendre visite dans une structure hospitalière, n'importe quelle soit, en fait, il a un circuit à suivre. Et le circuit qu'il va suivre, forcément, sera dans les services les plus beaux, les plus jolis. Sauf que si vous contournez un petit peu le circuit, vous verrez des services qui sont un peu vieillissants, et un peu dangereux en fait. Donc la solution pour régler le problème des urgences, c'est de toute façon rouvrir les lits, tous ces lits qui ont été supprimés sous Macron, sous Hollande, sous Sarkozy, de rouvrir un maximum de lits, de former aussi un maximum de médecins, parce que le numerus clausus c'était une catastrophe en fait, faut dire ce qui est. Il faut savoir aussi que les internes se font moins qu'un SMIC. Les internes travaillent pendant 60 heures quand même. Donc au niveau de la rémunération de tous ces soignants, les infirmières, c'est une catastrophe. Moi, par exemple, j'essaye de parfois de trouver un job ailleurs. On me propose 1700 € pour un travail d'infirmière. 1700, bah non, je ne vais pas postuler pour 1700 €, c'est clair et net. Donc forcément, on voit bien que le privé va attirer plus facilement les médecins. De toute façon, comme ils sont mieux payés, ils ont aussi une clientèle qu'ils peuvent revendre au niveau de leur retraite. Donc ça, il faut supprimer tout ça. En fait, l'hôpital public doit être plus attractif. Ce qui était attractif, en fait, il y a 20 ans, et ce qui ne l'est plus maintenant, en fait. C'est toute cette politique qui a été menée pour une destruction de la fonction publique hospitalière. Et on voit bien que là, il va falloir se mobiliser massivement, en fait, pour se faire entendre et contrecarrer, en fait, cette destruction. Oh que oui, je participerai forcément à la manifestation du 1er mai contre la casse du service public. Forcément, je participe à toutes les manifestations dès que je peux sur justement la défense du service public, parce que on est obligé justement, parce que l'État ne nous écoute pas du tout. Et malheureusement, les soignants sont malheureusement assignés, réquisitionnés lorsqu'elles se déclarent grévistes. Mais il faut absolument massivement se déplacer, et pas que les soignants, il y a aussi les usagers, il y a aussi les personnes éventuellement qui vont aller aux urgences, parce qu'en fin de compte, sans santé, on ne fait rien. Et justement, on n'a pas envie d'arriver à un système comme les Américains, où c'est-à-dire qu'on va payer les soins qu'on devrait avoir, ou justement une prothèse de hanche, on va dépenser un SMIC pour une prothèse. Bah non, je suis désolée, c'est inadmissible. C'est la santé qui est très importante, on doit mettre de l'argent dedans.